On a fait un projet il y a 2-3 ans, à peu près, sur Vintabrin, avec une famille qui avait acheté une petite maison ancienne, très beau terrain. Le bâti était vraiment ancien et assez fragile, et ils avaient des grandes ambitions sur ce projet, de transformer cette maison en un projet contemporain et de l'agrandir de plus d'un tiers. Et donc, on a expliqué à ce monsieur qu'il fallait, pour un truc comme ça, faire un diagnostic structure avant le permis pour qu'on sache vraiment où on va, puisqu'on a quand même un estimatif au niveau du permis à remettre. Euh, et il n'a pas voulu mettre le coût de ce diagnostic, qui n'est pas énorme, hein, ça va chercher dans les 2500 euros peut-être, des fois moins, des fois un peu plus. Donc, il n'a pas voulu mettre cet argent avant parce qu'il n'était pas sûr d'obtenir le permis pour des tas de raisons. Il se trouve que donc on a obtenu le permis sur ce projet. Vas-y, passe à la diapo suivante que voici. On a obtenu le permis, ce qui n'était pas forcément évident, mais on l'a eu assez facilement avec cette mairie. Et malheureusement, on a fait le diagnostic donc après. On a découvert que les planchers et les fondations n'étaient pas assez bonnes, et ça a augmenté le prix de 25%. Ça a eu pour effet d'arrêter le projet puisque c'est devenu hors budget par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Et comme il n'était pas content, il nous a collé un procès. Voilà. En nous disant qu'on ne l'avait pas prévenu, ce qui était évidemment faux. Mais voilà, j'insiste là-dessus parce que d'abord, c'est une expérience désagréable. On avait fait un beau projet qu'on avait vraiment envie de réaliser, eux aussi. Et finalement, c'est parti à un abandon pur et simple pour juste parce qu'il n'a pas voulu mettre en amont le coût des études, en particulier de ce diagnostic structure. Parce qu'évidemment, on serait parti sur un autre projet si on avait eu ces infos au départ. Donc, c'est vraiment cette approche technique, elle est vraiment essentielle. Diapo suivante. Ok, merci Jérôme pour ces précisions. Donc là, on va passer sur le sujet un peu plus concret, donc concevoir son projet. Donc là, on a vu un peu ensemble donc, les bases. Et donc, sur la première partie, en tout cas, ce qui conseille donc, nos structures pour l'accompagnement de la rénovation énergétique. Donc, pareil, pour la rénovation, c'est ce qu'on recommande fortement. C'est de faire un diagnostic de l'existant. Aujourd'hui, nous, on propose des visites à domicile pour les personnes qui veulent se lancer dans un projet de rénovation énergétique de l'existant. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin pour connaître plus la performance énergétique de leur logement, on recommande de faire appel donc, à un des bureaux d'études pour une audit énergétique, ou pour ceux qui sont dans les tranches avec des revenus modestes, très modestes, qui peuvent aussi bénéficier d'un accompagnement et d'une étude thermique d'un opérateur de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitat. Donc, une étude permet de voir plus clairement. Donc, par exemple, si on prend simplement la déperdition de la chaleur d'une maison peu ou pas isolée, donc avant 74, donc avant la première réglementation thermique, donc là, vous voyez, il y a des déperditions partout. Et du coup, prochaine étape, c'est donc prioriser des travaux avec selon les propres objectifs, selon le budget, selon les aides financières disponibles, etc. Donc, nous, on recommande, avant de se lancer typiquement dans des projets, par exemple, immédiatement améliorer le système de chauffage ou voire faire le pas immédiatement sur installer des panneaux photovoltaïques, ce qu'on reçoit quand même beaucoup de demandes, c'est on fait référence donc à l'association Negawatt qui propose donc d'abord travailler sur de réduire ses besoins, notamment bien évidemment par les éco-gestes, mais aussi pour l'isolation. Ensuite, passer à des systèmes plus efficaces et dans un troisième temps, réfléchir à des renouvelables si une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là. Donc, Samy, si tu veux compléter ce que je viens de dire.
Ça m'a l'air assez complet. Tu as fait de ce que tu allais dire, je pense. Là, les diagrammes qui montrent les pertes de chaleur, ça montre un petit peu la priorisation des travaux à avoir quand on a un projet de rénovation thermique. Si on veut avoir un impact important sur les consommations d'énergie, eh bien, on va plutôt prioriser l'isolation de la toiture et des murs avant l'isolation des fenêtres, par exemple. Enfin, il y a une réflexion à avoir sur quel est mon budget et quel type de travaux peut me permettre de faire le plus d'économies possible dans le budget que je me suis fixé, quoi. C'est ça. Donc, pour la partie ancienne, et donc, si vous envisagez en même temps donc d'aller plus loin dans votre projet, d'agrandir, je rappelle juste deux, trois ce que Jérôme a évoqué. Donc, il y a aussi le côté réglementaire, donc la RT, donc la résistance, non, la réglementation thermique qui est importante pour selon l'agrandissement, la taille de l'agrandissement. Là, vous voyez. Là, donc, pour moins de 50 mètres carrés, donc c'est la réglementation thermique de l'existant, donc par élément, qui est, c'est le standard de la rénovation aujourd'hui. Donc, ça signifie que vous avez normalement pas le droit de rénover, en tout cas énergétiquement, comme vous voulez, genre autorénovation, etc. Vous êtes quand même soumise à de réglementation. Et dès que vous allez plus loin, forcément, la loi vous impose aussi énergétiquement d'aller plus loin, donc vers un bâtiment avec peu de consommation, qui est quand même dans le but d'améliorer votre confort, réduire les dépenses et de faire un geste pour l'environnement. Et bien évidemment de valoriser le bien parce que vous avez une meilleure DPE, diagnostic de performance énergétique après. Donc, si vous ne voulez pas, s'il n'y a rien à ajouter, je propose, vu l'heure, qu'on continue. Donc, conservation de projet, surtout pour l'extension. Donc, le côté de l'environnement. Donc, là, j'aimerais bien vous laisser la parole, Jérôme et Serge. Ouais. Vas-y, Jérôme. Alors, le bioclimatisme, je pense que beaucoup de gens connaissent. Je rappelle juste un peu la définition, c'est le fait de prendre en compte les éléments naturels et contextuels d'un site pour aller vers une conception performante, saine et confortable. Donc ça veut dire prendre en compte les questions d'isolation, d'apport solaire passif, d'orientation de matériaux, des objectifs de performance, de ventilation, etc. Et ça passe par l'analyse d'un lieu, ça passe par l'analyse pour notre question de ce jour du bâtiment existant, et par une phase que j'ai appelée identification des potentiels, c'est-à-dire que souvent, quelqu'un qui habite là, dans une maison ou qui l'achète, ne se rend pas compte de ce qu'on peut en faire en termes de transformation. Donc ça, c'est un peu notre vision d'architecte. Au départ, on est assez vite capable, en regardant la réglementation et le bâti qu'on a devant nous, d'envisager les évolutions possibles, les extensions possibles et la possibilité de réaménagement, aussi bien en termes d'espace que de travaux écologiques et d'adaptation, d'évolution bioclimatique. Voilà. C'est assez important parce qu'il y a quand même pas mal de projets qui sont plutôt bien orientés dans la région, en particulier les maisons, puisqu'il y avait quand même un savoir-faire des constructeurs qui avaient plutôt tendance à orienter les maisons plein sud. Dès que c'est le cas et qu'il n'y a pas trop de masques solaires, on arrive à faire quelque chose et donc à évoluer vers quelque chose de plus bioclimatique qu'avant. Bien souvent, l'extension permet d'aller un peu plus loin que la rénovation elle-même, mais c'est des fois pas toujours le cas. Donc c'est important d'abord de faire cette analyse pour voir quels sont les potentiels et les possibilités. Après, si ce potentiel bioclimatique il est pas très important, on peut toujours rénover écologiquement sa maison, quelle que soit son orientation et ce qu'elle présente. Hein. Voilà. Et le troisième point qui est important, c'est que souvent, je l'ai un peu déjà dit, le fait de faire une extension, ça oblige à repenser l'ensemble. D'où l'intérêt d'avoir une vision globale et une phase d'étude
en amont, quoi. Voilà. La question technique, je l'ai un peu abordée. J'ai juste précisé ça avec un petit exemple d'un projet qu'on a fait cet été qui m'a un peu. Je me suis arraché les cheveux là-dessus parce que on a eu à traiter donc l'interface entre un bâtiment existant. Je vais montrer un peu plus le projet après, et une extension en bois qui est venue se raccorder contre l'existant, et la partie où s'est raccordée l'extension, il y avait un bâtiment avant qui a été démoli. Et donc, on percevait assez mal l'état réel du bâtiment existant qu'on a conservé. Et au moment où on a implanté cette extension en bois, qui est en général bien d'équerre, sur des pieux métalliques, on s'est rendu compte qu'il y avait un dévers verticalement de 14 cm entre le neuf et l'existant, ce qui a engendré des détails techniques et des travaux particuliers et délicats qui étaient importants, puisqu'il faut qu'à la fois on gère la question du joint sismique, hein, les deux volumes doivent pouvoir bouger indépendamment, mais il faut aussi régler la question thermique et celle de l'étanchéité à l'air pour qu'on soit vraiment performant. Donc un petit truc comme ça peut engendrer en fait une interface compliquée. Voilà. Je pense que c'était un exemple assez parlant. Diapo suivante. Donc bien faire attention à ça. Et tu veux rajouter quelque chose, Serge, peut-être? Non, non, effectivement, on a découvert en plein chantier. Heureusement qu'il y a du savoir-faire de tous les côtés. Il y a l'envie de satisfaire un client, de respecter un budget. Donc, il faut manipuler toutes ces données pour arriver à une solution efficace, financière acceptable, et puis permettre, comme tu viens de le dire, que les deux bâtiments puissent être reliés, étanches à l'air, et qu'ils puissent travailler de façon différente, puisque, comme son nom l'indique, le bâtiment il est sur une dalle béton, et puis l'extension bois est sur du technopieux acier, donc complètement désolidarisé, aussi bien au niveau de la technique que des matériaux employés. Ouais, il faut bien sûr que ce soit étanche à l'eau aussi. J'ai oublié de le mettre, mais ça, c'est l'évidence. Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas, parce que c'est tellement évident pour nous, mais il faut le préciser, voilà. C'est vrai. Et du coup, on a dû traiter un joint entre les deux bâtiments qui puisse continuer à bouger si les deux bâtiments bougent un peu l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc, je vais vous présenter quelques exemples concrets là, de ces projets d'extension-réhabilitation. En commençant par un premier projet qu'on a réalisé il y a quelques années à la Durane, qui consistait à travailler sur une maison qui a été construite dans un lotissement. Le client voulait agrandir cette maison à l'étage pour rajouter des chambres, des espaces de jeu pour ses enfants, et pourquoi pas repenser un peu l'organisation de cet étage. Et en fait, on trouvait que cette maison, elle était un peu étroite à l'étage, avec un toit qui avait une forme un peu bizarre. Donc, on a fait deux extensions, l'une qui a été en continuité de ce volume sur rue pour lui donner un peu plus de corps et une meilleure échelle. Donc, c'est ce que vous voyez sur la photo du haut et sur et ensuite la photo de la réalisation. Donc, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à ce modèle type de la Bastide qui est un peu recherché dans toutes ces maisons de lotissement. Et la deuxième extension, c'est la diapo suivante. Elle a été faite sur le jardin, au-dessus d'un volume sur lequel il y avait aussi un toit à 3 pans pour rajouter ces chambres et ce volume de jeu. Donc du coup, il y a eu une réorganisation intérieure puisque la chambre des parents s'est agrandie. On a créé 2 nouvelles chambres pour les enfants et un espace de jeu sur le jardin. Et comme on était un peu en encorbellement, on a créé aussi une nouvelle pergola, une petite partie couverte sur la terrasse, et ça a vraiment eu conséquence de relooker entièrement la maison. Diapo suivante, ça a été un chantier en site occupé puisque les gens n'ont pas déménagé. Donc, on a utilisé pour ça un système que Exebois proposait à l'époque, qui était un système allemand qui s'appelle le Lineotrend, qui nous a permis d'ouvrir
d'ouvrir la toiture du salon et de poser le plancher pratiquement dans la journée. On s'y est occupé, c'est quand même important. Et ensuite, on a pu réaliser en construction bois l'ensemble. Donc, vous voyez sur la photo de gauche la petite extension sur rue qui est un complément de la chambre des parents. Et puis, ce volume qu'on est venu poser au-dessus du séjour, avec donc un relookage d'ensemble finalement de la maison. Alors, sur les 4 projets, je vous ai mis des prix parce que c'est le nerf de la guerre et qu'il faut en parler. Sur ce projet, on a un coût d'extension assez élevé, 3 300 € TTC du mètre carré. Ces prix-là ne comprennent pas la maîtrise d'œuvre et les études. Par contre, ils comprennent à chaque fois les VRD. Donc, sur ce projet, il n'y avait pas de VRD puisqu'on se posait vraiment sur une maison existante. On n'est pas intervenu sur autour. Et le prix intéressant, en fait, qu'il faut regarder, c'est le prix global, puisque même si le coût mètre carré est assez élevé sur la partie neuve, on a un coût de rénovation qui est assez bas parce qu'on a réaménagé un peu l'intérieur, mais on n'avait pas des gros travaux intérieurs. Mais quand on est passé d'une maison qui était à 160, voilà, à 230 mètres carrés, donc qui est une grosse plus-value finalement pour une maison comme ça, avec un aspect qui est bien plus intéressant, je trouve, pour un coût de 1 133 € TTC du mètre carré en plus, ce qui me paraît vraiment intéressant, en tout cas en termes de… Si on raisonne en valeur immobilière et en coût d'investissement, c'est plutôt positif, il me semble. Voilà. Autre projet. Oui, les photos d'intérieur de cette maison le résultat est vraiment très bien, très agréable, avec un plafond bois, ce que permettaient ces éléments lignotrindes. Ils étaient très contents, je crois. Ils sont toujours très contents d'ailleurs. Oui, j'allais dire la plupart du temps, mais non, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout simplement. Tout le temps. Projet numéro 2, c'est un projet qu'on vient de terminer, qu'on a également réalisé avec Exe, qui a été fait, donc conçu par mon agence et réalisé par la société en contractant général, avec un système qu'on appelle le TACI à l'agence, qui est un système modulaire préfabriqué qui nous permet de travailler sur des chantiers plus rapides, moins coûteux et plus efficaces. Donc, c'est un système constructif innovant sur lequel on travaille depuis plus de 10 ans maintenant, et qui, dans le cadre de ce chantier, a été soutenu par l'ADEME et la région PACA, puisque ce chantier a servi de prototype pour ce système constructif et nous a permis de terminer une grosse phase de R&D. Vous voyez le module qui est en dessous, là, en bas à droite. Et donc, sur ce projet qui se situe à la Destrousse, on avait une problématique complexe. Donc, c'est l'exemple du dévers que je vous ai montré avant, c'est ce projet, sur lequel on avait un état initial qui était un cabanon, en fait, un peu sophistiqué, qui avait été agrandi il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, l'agrandissement, c'est la partie en haut, là, où on a les chambres 1, chambre 2. C'est une partie qu'on a conservée parce qu'effectivement, elle était bien construite. Et entre ces deux parties, on a eu ce projet soumis à des argiles gonflantes. Et donc, il y a eu de nombreuses fissures qui sont apparues entre ces deux parties de différentes époques, à tel point que le projet était vraiment… Enfin, mes clients ont continué à habiter dedans, mais c'était compliqué et il fallait vraiment qu'ils fassent quelque chose. Donc, en grande partie, grâce au sous de l'assurance qui a financé les réparations, on a raisonné sur autre chose. Plutôt que de reprendre en sous-œuvre d'une façon très coûteuse l'ensemble, on a plutôt conseillé de casser la partie la plus ancienne et de venir réorienter le projet d'un point de vue bioclimatique. Donc, sur le sud qui était en bas à droite, en rajoutant cette extension en bois sur la base de 3 modules constructifs TACI. Et donc, c'est un projet qui s'est terminé il y a
même pas 2 mois, et qui est très intéressant parce que du coup, on a à la fois changé l'aspect complètement de cette maison, on a résolu ce problème d'argile gonflante puisqu'on a repris en sous-œuvre la partie existante qu'on a conservée et on a fondé différemment sur technopieux, donc des pieux métalliques, la partie en bois. C'est ce type de fondation qui est très intéressant pour les constructions de bois, permet également de traverser les couches d'argile, donc de résoudre cette problématique d'argile gonflante. Voilà, c'était un projet bien compliqué techniquement, mais dont on est très fier, je crois, aussi bien les charpentiers que notre équipe. Et les clients? Et les clients, je crois, sont très contents et je crois même qu'ils assistent à ce webinaire. Je les salue en tout cas. Voilà, autre diapo. On verra un peu mieux le projet. Donc, vous avez des images du chantier. Donc, vous voyez le volume initial qui était donc avec un volume en rez-de-chaussée, un volume en R+1 assez fin qui a été conservé et sur lequel on est venu connecter une extension en bois avec deux toitures différentes pour l'extension bois qui a permis de faire la jonction et on a travaillé sur une opposition de mode constructif mais aussi d'expression architecturale puisqu'on on en a profité pour rénover la partie existante avec une isolation par l'extérieur en fibre de bois et enduit, donc de lui donner un aspect un peu plus contemporain et plus performant, de remplacer toutes les menuiseries. Enfin, ça a été vraiment une rénovation lourde, de la reprendre en sous-œuvre du coup. Et ensuite, l'extension bois est venue est bardée en bois avec un bardage bois pré-grisé, ce qui permet d'éviter les inconvénients du grisonnement inégal. Et du coup, de travailler sur une expression architecturale contemporaine et réellement un projet beaucoup plus agréable, performant et bioclimatique pour le coup. Donc là, c'est une photo en bas à droite de la réception du chantier qui est pas encore complètement finie puisqu'il y a un brise-soleil qui va venir sur la baie d'angle et une pergola qui vient couvrir cette terrasse également pour le confort d'été. Voilà, on a travaillé un peu aussi sur l'économie circulaire puisque ma cliente fabrique des sacs à base de matériaux recyclés, donc c'est un aspect qui est intéressé. Donc dans le projet, on ne le voit pas encore, mais on le voit sur le côté. Là, ils ont trouvé un escalier ancien qu'on a utilisé pour l'accès à l'étage, qui avait été conçu comme ça hein, dès le permis. Et puis, on a récupéré une vieille persienne qui va servir de volet coulissant pour la baie qui est sur la partie existante. Autre diapo. Voilà, donc l'état initial, la réalisation sur la droite. Et l'image du projet, je l'ai mise parce que d'abord, elle donne l'image du projet fini, complètement fini, et ça montre un peu ce qu'on réalise en termes d'études au stade du permis de construire. Et on a l'habitude de dire ce qu'on fait, de le dessiner et de faire ce qu'on dit et ce qu'on a dessiné. Voilà, je pense que ces 3 images sont assez convaincantes pour ça. En termes de prix, donc on est sur une extension de 46 mètres carrés de surface de plancher. En termes d'emprise, c'est un peu plus puisque la paroi bois est quand même assez épaisse. D'autant plus que sur le module Taki, on a une isolation de 15 cm dans l'ossature. Là, elle a été réalisée en paille de riz. Et on a une fibre de bois en isolation thermique par l'extérieur de 40 mm. Sur lequel oui. 60 sur celle-là, oui. 60 mm, oui. Et sur laquelle on peut mettre un bardage bois ou faire un enduit suivant les cas. Donc là, on a un coût de rénovation qui est de 1 750 € TTC du mètre carré, parce qu'on avait quand même des grosses reprises en sous-œuvre sur ce volume existant, et puis on a clairement tout refait, y compris l'électricité et la plomberie. Donc le coût s'apparente au coût du neuf. En termes de projet bois, on a dû gérer des fondations, donc j'ai dit en zone argile, mais aussi gérer tout un soubassement pour des questions d'éloignement des eaux et de confortement du terrain. Donc on a un coût qui est relativement élevé à cause de ça. Mais bon, il faut regarder le prix final au mètre carré qui est de 2200 TTC du mètre carré, qui équivaut en gros au prix d'une construction neuve.
Une construction neuve, pas forcément extraordinaire d'ailleurs. Voilà. Donc un projet intéressant et qui montre que sur la base d'une maison qui était bien sinistrée au départ, on arrive à faire quelque chose de vraiment intéressant. On est très fiers de ce projet, personnellement. En plein Donc, Covid, il faut préciser. Oui. Réalisé en plein Covid. Réalisé en plein Covid, effectivement. Et donc, c'est le deuxième chantier de la société Oki Construction en contractant général qu'on réalise. On en a un troisième qui démarre bientôt. Donc, chantier clé en main. Est-ce que, Jérôme, tu peux peut-être préciser un peu la durée du chantier aussi pour le premier projet? Pour le premier projet? Et pour celui-là? Franchement, je ne sais plus. Le premier projet, je pense que c'était assez court. On a dû faire ça sur 4 mois en tout, je crois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. À la Durane, 4 mois, oui. Ouais. Sur celui-là, c'était un peu plus long parce qu'il y a eu cette maçonnerie en amont à faire, ces reprises en sous-œuvre. Donc, je dirais 1 an en tout. Mais la partie bois, on a commencé cet été, on a fini en janvier, quoi. Y compris le second œuvre. 4-5 mois pour le bois, oui. Voilà, ouais. Et puis évidemment, les maçons qu'on a fait intervenir ont fait n'importe quoi, donc ça n'a pas arrangé les choses. C'est une des raisons pour lesquelles on fait en bois aussi, je dois le dire. Troisième projet, qui est un peu différent. Donc là, c'est un projet qui est en cours de chantier actuellement, sur un terrain magnifique, une bande de 15 mètres de large par 300 mètres de long. Alors c'est intéressant parce que là, c'est un jeune couple très engagé écologiquement qui nous a consulté avant d'acheter ce terrain et sur lequel donc cette bande est intéressante à la fois par sa longueur et la diversité des choses qu'on peut y trouver, puisqu'on a une pinède, on avait un bâtiment existant qui est une sorte de pigeonnier cabanon de chasse. Et puis ensuite, on a un jardin, on a un verger, donc c'est vraiment pas mal. Et on a surtout une vue fantastique, à la fois au nord sur la Sainte-Victoire et au sud sur toute la plaine. Et on est bordé par un champ de vigne. Donc c'est vraiment un site magnifique à Puy-Loubier. Et là, l'objectif, ça a été donc de rajouter en rez-de-chaussée, de rénover un peu le pigeonnier et de rajouter en rez-de-chaussée 2 extensions en bois avec des prolongements bioclimatiques, entre guillemets, puisqu'on a une série d'arches qui va faire à la fois pergola au sud et système de protection solaire sur toute la façade principale jusqu'à l'arrière, dans lequel on vient faire pénétrer le jardin et un potager sur l'arrière. Donc, on a vraiment un projet sur lequel on a travaillé sur une symbiose à la fois du bâti et de la nature, qui est vraiment très intéressant et qui part des clients, bien sûr, puisque c'est un jeune couple qui met beaucoup la main à la pâte sur ce chantier et qui est fervent partisan de la permaculture et du jardinage. Donc, c'était un élément important dans le projet. Voilà, donc 2 extensions en bois qu'on voit en orange et en prévision un atelier futur là, qui est sur la partie gauche également. Budget très serré. On avait projeté l'atelier initialement qu'on a dû enlever pour des questions de budget, mais que je pense qui sera réalisé plus tard. Voilà le bâtiment initial, donc, qui était une sorte de cabanon avec des extensions rajoutées un peu n'importe comment, plutôt bien réalisé par un maçon. Et donc, on est venu vraiment se connecter là-dessus en redimensionnant un peu les dimensions du pigeonnier. Au début, on devait faire une chambre à l'étage, mais le budget ne nous a pas permis de le réaliser. Donc, il y a juste une réflexion de la toiture et du volume. Elle sera peut-être aménagée plus tard, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas dans le projet actuel. Et surtout, on est venu rajouter donc une chambre à l'arrière et puis des volumes de vie devant. On va montrer le volume, peut-être, le dessin. Donc, c'est un projet intéressant parce qu'on part d'une base qui était un peu de briques et de broc, sans aucune pensée bioclimatique, mais qui était extrêmement bien orientée, aussi bien en termes de vue que d'exposition solaire. Et on vient arriver à faire un projet contemporain qui va être, je pense, très agréable et très confortable,
et qui me plaît beaucoup dans un budget qui reste quand même relativement modeste. On va le voir. Donc, quelques images du chantier. Johannes. Voilà la partie arrière. Donc, on voit l'ancien atelier qui a été démoli. La maçonnerie qui a été réalisée. Donc, en premier plan, on a l'emprise du futur atelier et le volume de la chambre qui a été rajouté. Donc, ça, c'est l'état actuel du chantier. Autre photo. Diapo suivante. Et ça, c'est la partie sud, donc, qui est en cours de montage actuellement. Donc là, on a cette extension qui vient s'encastrer en fait dans le L que formait la partie en béton et qui permet de rajouter un espace de vie intéressant et une terrasse plein sud qui va ensuite recevoir les arches que j'ai montrées sur la façade. Et puis une vue de l'intérieur. Donc vous voyez le volume intérieur qui était un petit cabanon sans isolation, mais avec un bon parpaing de 30, qu'on a largement ouvert. Donc là, il y avait une intervention assez lourde en termes de rénovation et de sous-œuvres. Il y a eu plusieurs sous-œuvres qui ont été réalisées, et donc qui est complétée par cette extension de bois avec cette vue magnifique. Dernière photo. Voilà ce que donnera le projet à terme. Vue du champ et une idée du budget. Donc, une surface totale de 122 mètres carrés de surface de plancher avec un coût de rénovation de l'existant qui est de 1 310 € TTC, bien que la rénovation soit assez lourde, et de 2009 pour la partie neuve qui comprend quand même aussi tous les extérieurs, c'est-à-dire terrasse et protection solaire, les arches, donc tous les éléments bioclimatiques qu'on a rajoutés et qui font vraiment l'intérêt de ce projet sont compris dans ce prix-là. Et ensuite, j'ai rajouté le VRD aussi, puisque là, on a une phytoépuration par les roseaux et un certain nombre de travaux extérieurs. Donc, on aboutit à un coût de 2 113 € TTC du mètre carré, ce qui est quand même plutôt raisonnable en termes de coût de travaux. Juste une petite anecdote sur ce chantier qui est en cours, comme le dit Jérôme, c'est que pour la première fois, la société Exebois a autorisé le client à venir travailler 4 semaines sur son propre chantier, donc au montage de l'ensemble des murs, toitures et pose des menuiseries, donc avec un objectif pour Exebois, tout doucement, dans les années qui viennent, pouvoir aussi proposer à ses clients de participer à leur propre chantier, donc on va dire dans un esprit participatif et coopératif. Voilà. Voilà, sur ce projet, on va être également isolé en paille de riz et en ouate de cellulose pour les parties de toiture. Fibre de bois extérieur, ITE sur la partie en rénovation, etc. Donc, à chaque fois, on va très très loin dans le travail sur l'enveloppe et on essaie de minimiser au maximum les systèmes puisqu'on est vraiment partisan du low-tech. Et dans la mesure où on travaille sur le bioclimatique, on a des apports passifs importants avec un confort d'été et d'hiver qui sont nos objectifs premiers. Avec une démarche bien sûr écologique la plus possible dans tous les domaines. Dernier projet, qui est un petit projet à Fort-Calquier, qu'on a fait il y a quelques années, qui est aussi sur un pigeonnier. Décidément, je me rends compte qu'on est abonné. Donc, c'était pour un ami qui avait racheté ce pigeonnier, qui ne savait pas trop quoi en faire, qui nous a demandé de faire une extension. Il se trouve que la partie basse était extrêmement dégradée. Bon, c'était un bâtiment qui était classé au titre des bâtiments de France, mais qui était complètement à l'abandon. Donc, j'ai mis ce projet parce que justement, on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France pour faire cette rénovation-extension. Et pour une fois, on a eu la chance de tomber sur quelqu'un de très ouvert, qui était plutôt partisan de la construction en bois et qui a accepté donc la proposition que vous voyez en bas à droite, qui a été fait également sur la base modulaire de Notaki. C'était un peu un des premiers projets qu'on a réalisé avec cette construction modulaire.
Taki. Et donc, jusqu'à présent, on a réalisé 8 projets et on en a en cours de 25 logements qui est dans les Hautes-Alpes, où on va mettre en pratique de façon plus industrielle cette conception modulaire. Voilà, en tout cas, celle-là, on avait 3 trames, vous voyez, avec une expression assez contemporaine, qui, toujours en opposant finalement mais en respectant l'architecture de l'existant initial. Donc, il y a eu rénovation de ce pigeonnier en le conservant tel quel, juste en le rénovant et en y mettant une chambre et une salle de bain, puisqu'il faisait 10 mètres carrés au sol. Et en fait, en avançant sur l'étude du projet, on s'est rendu compte assez vite qu'il fallait qu'on retravaille beaucoup sur la base. Et donc là, il y a eu une rénovation lourde du rez-de-chaussée qui a permis au client de faire un deuxième logement, en fait. Ce qui lui a permis de le louer l'été pendant quelques années, ensuite de revendre cette maison en faisant une très bonne affaire, je pense. Je ne connais pas le prix de vente, mais je pense qu'il a fait une très bonne affaire là-dessus. Diapo suivante. Donc, ce projet a été réalisé par les Arbres Bâtisseurs à Fort-Calquier, une autre entreprise avec qui on a travaillé. Vous voyez un peu l'aspect avant-après, en façade sud et en façade arrière, avec une vue de la terrasse sud et de la pergola qui l'accompagne toujours, et une expression un peu plus contemporaine des modules Taki, avec ces grandes ouvertures. Il y avait une vue fantastique et très bien exposée également. Donc là encore, un potentiel bioclimatique qui était vraiment intéressant. Je crois qu'on voit une vue d'intérieur après. Suivante. Voilà. Voilà une vue de l'intérieur avec cette magnifique vue sur la plaine de Fort-Calquier de la Durance. Et un aménagement intérieur qui a permis, vous voyez, de créer une petite mezzanine avec ce module constructif qui a une toiture monopente et dont souvent on exploite la sous-pente en mezzanine pour des chambres d'enfants ou des rangements. Et donc qui, en termes de surface, a permis de réaliser une maison globalement de 121 mètres carrés, je vous l'ai dit, avec 2 logements. Un prix de rénovation assez lourd, puisqu'on a dû vraiment reprendre toutes les fondations du rez-de-chaussée de 1 756 € TTC, 2 340 pour le neuf. Vous voyez, on est plus bas là pour le module Taki. Et donc un prix qui est assez similaire au projet précédent de 2 200, tout compris TTC au global, hors maîtrise d'œuvre et études. Voilà, donc globalement, et ce sera un peu notre conclusion, en tout cas la mienne, et puis je vais repasser la parole à mes partenaires. La dernière diapo. Ce qu'on peut dire, c'est que on pose une question, mais on est convaincu de la réponse. C'est qu'effectivement, dans un contexte où il n'y a plus de terrain à bâtir, où on construit de moins en moins de logements neufs et où il faut rénover massivement pour être sur des critères bas carbone et écologiques et environnemental, évidemment, cette question d'extension bois et de rénovation concomitante, c'est vraiment une solution d'avenir qui n'est pas la solution la plus simple et pas la moins chère, hein, je le dis franchement. C'est au moins le même prix que le neuf, des fois un petit peu plus cher, des fois un peu moins. Vous voyez, dans le cas du premier projet, on a quand même un coût au mètre carré qui était assez bas et qui a permis quand même d'arriver à un résultat vraiment intéressant. Il faut absolument évaluer le potentiel d'évolution bioclimatique et biosourcée. C'est important pour la plupart des projets. Évidemment, notre credo, c'est de construire bioclimatique. Je pense que quand on se lance dans des travaux, il faut absolument le faire, écologique. Je le rappelle, et je ne le dirai jamais assez, ça se prépare un projet, ça s'étudie avec des bons professionnels et plutôt des professionnels qui travaillent de façon assez proche des entreprises, en particulier les charpentiers. Quand on fait du bois, c'est important qu'on fonctionne en binôme. C'est un peu la raison pour laquelle on s'est mis en contractant général, parce que du coup, on a des vrais partenaires et on s'inscrit dans la durée avec eux sur plusieurs chantiers. Et du coup, tout le monde y gagne, y compris les clients. Les clients en premier lieu d'ailleurs, puisqu'ils y gagnent aussi bien au niveau financier qu'en termes de qualité de réalisation et de conception. Et donc, ça nous permet de maîtriser les chantiers de la conception à la réalisation avec des partenaires fiables, d'avoir des solutions financières intéressantes dans des contextes
de la région PACA qui sont très tendues, on le sait très bien. Donc, quand des clients viennent me voir et qui ne trouvent pas de terrain pour réaliser des bâtiments neufs, je leur conseille d'acheter une petite maison bien orientée et vraiment moche et que personne ne veut, et si possible pas cher pour qu'on ait beaucoup de budget de travaux, et on leur en fait une petite merveille. Voilà. Et écologiquement, je le répète, c'est à mon sens la réponse la plus pertinente actuellement qui soit pour se loger et réaliser un projet. Je vous remercie. Je repasse la parole pour la conclusion à mes partenaires et à bientôt. Oui, une petite conclusion pour revenir évidemment à l'importance, comme le dit Jérôme, de la qualité des intervenants, d'où l'intérêt, bien sûr, de promouvoir les savoir-faire sur toute la région, donc qui est un des objectifs principaux de l'association Les Éco-Bâtissants. Donc, du sérieux, des prix tenus, des plannings respectés, et évidemment la satisfaction de nos clients qui est la première priorité. Donc, beaucoup de réflexion avant tout travaux et s'entourer de savoir-faire et de vrais professionnels. Je pense que c'est la clé du succès. Merci Serge et Jérôme pour cette conclusion. Donc effectivement, comme vous avez évoqué, je pense que le plus important, c'est de se prendre suffisamment de temps au début. Si on a peut-être un projet en tête, un terrain peut-être accessible, etc. Donc, vérifier ce qui est faisable avant de se lancer bien évidemment dedans, et surtout, pour la partie existante, pour la côté rénovation, bien évidemment, une étude sur la faisabilité aussi d'améliorer l'existant notamment avec les matériaux avec peu d'impact environnemental et qui permet quand même un bon confort et bien évidemment de faire des économies d'énergie. Donc, Samy, si tu veux peut-être dire un dernier mot aussi. Écoute, je pense que ça a été assez clair. Merci beaucoup à Jérôme et à Serge pour leurs interventions. C'était très clair et très détaillé. Pour le côté conseil technique, sur tout ce qui concerne la thermique, ne pas hésiter à appeler le numéro unique métropolitain qui va s'afficher sur la dernière diapositive, et on se fera un plaisir de répondre à vos questions au cas par cas. Exactement. Donc, avant qu'on se penche sur les questions, parce qu'il y en a, et donc déjà, je vois sur le chat, il y a pas mal de retours des particuliers de remerciements. Donc, merci aussi d'avoir été si attentif pour notre présentation. Une dernière information, et après, on commence de répondre aux questions. C'est ce qu'on avait voulu faire en 2020, mais forcément, c'était repoussé je ne sais pas combien de fois déjà, avec notre partenaire principal, donc l'association Les Éco-Bâtissants. On a prévu un événement justement pour discuter tous ces aspects sur la conception, réalisation, énergie, rénovation, autour de tables d'échange, des conférences et des stands à Gardanne, donc avec la CEMAG et la ville de Gardanne, avec d'autres partenaires, et pendant 3 jours. Donc là, on espère que ça puisse se dérouler donc en novembre ou fin octobre. Pour l'instant, les dates ne sont pas encore retenues. Tout dépend les conditions sanitaires, bien évidemment. Mais on va vous, bien évidemment, tenir au courant dès qu'on a plus d'informations pour vous inviter une fois quand la vie normale recommence avec des discussions, même avec masque, mais bien évidemment, en faisant bien attention. Donc, je lance la partie questions-réponses. Donc, on a eu quelques-uns. N'hésitez pas de remettre les questions. Écrivez si vous avez. J'ai essayé de lister un peu. Samy, tu peux me compléter aussi. Alors, j'essaye de trier aussi un peu. Donc, on a eu plusieurs questions. Bon, on va commencer directement. Jérôme et Serge, vous pouvez répondre comme vous voulez. Alors, première question. Pourriez-vous dire un mot sur les surélévations d'immeubles en milieu urbain? Donc, plus urbain que rural. Alors,
je vais dire un mot parce que ça m'est arrivé d'en faire. Donc, c'est une bonne solution de construire en bois parce qu'on va vite. Par contre, il faut bien étudier les choses du coup. Il faut d'abord regarder dans quelle zone sismique on est. À Aix, on est en zone sismique 4, à Marseille, on est en 2, sur l'ancienne norme, parce que du coup, quand on surélève, il faut faire un calcul sismique sur l'ensemble du bâti. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a différentes techniques constructives en bois. On a la structure ossature poteau-poutre, l'ossature bois et ce qu'on appelle le CLT, c'est le panneau massif qui s'apparente un peu à En ce qu'on contre-collé, ouais. contre-collé. Et donc, suivant les contextes et les délais et la nature de la place qu'on a pour le chantier, une solution va être plus intéressante qu'une autre. Après, il y a des implications en termes de coûts à regarder, mais en tout cas, souvent en milieu urbain, la question, c'est le délai du chantier, sa rapidité, en tout cas pour ce qui est de la superstructure et du gros œuvre, quoi. Voilà, mais c'est tout à fait adapté et je dirais que le bois est plutôt mieux adapté que la maçonnerie pour ces questions-là, y compris en zone architecte des bâtiments de France, puisqu'on est capable de faire des revêtements extérieurs qui sont sensiblement identiques à ceux des immeubles d'à côté. Je complète avec un exemple qui vient d'être réalisé sur la ville de Nice, en plein centre-ville, la vieille ville. C'est un bâtiment de 4 étages qui s'appelle La Ruche, avec 9 appartements. Une réalisation tout en bois parfaitement exemplaire. Donc, si vous tapez sur Envirobat BDM, vous pouvez avoir accès à des photos du chantier. Donc, La Ruche à Nice, Réaux en bois, centre-ville. Ok. Il y a une petite remarque de quelqu'un qui a une maison déjà en structure bois. Les parois intérieures sont en parpaing remplis de sable pour avoir justement plus d'inertie pour le confort d'été. Ouais, je vois pas l'intérêt. On parle dans les bâtiments en bois, on parle vraiment d'inertie juste et en particulier de surface d'échange. Donc, ça se passe sur 3-4 cm. Donc, avoir des parpaings de 20, en fait, on rajoute trop d'inertie dans un bâtiment où il n'y en a pas besoin d'autant. Donc, ça peut être contre-productif parce que du coup, ça peut perturber le volant thermique du bâtiment. Donc, il faut vraiment une réponse étudiée, adaptée en fonction de ce qu'on fait. Après, l'intérêt de l'ossature bois, c'est quand même de mettre de l'isolant dans l'épaisseur de l'ossature, puisque ça réduit l'épaisseur du mur. Et on a un complexe isolant, si en plus on met de la fibre de bois à l'extérieur, qui est franchement euh, très, très performant et proche du bâtiment passif pour la région. On n'a pas tellement besoin de plus, hein. Donc, rapporter de l'inertie, oui, c'est intéressant. On le fait souvent sous forme de dalles ou sous forme de briques de terre crue, par exemple. On est en train, sur un projet, de regarder si on ne peut pas utiliser la terre du site pour faire des briques qu'on va ramener à l'intérieur de la maison. Mais remplacer, mettre des parpaings dans l'ossature, je n'ai jamais vu. J'avoue que je ne comprends pas bien. Ok, donc je vois une autre question. Alors, monsieur propose, je suis en train de rénover une maison de village. Je suis intéressé par un isolant biosourcé. Auriez-vous une préconisation entre panneaux souples en fibre de bois ou panneaux en chanvre? La question se pose pour les murs de façade d'une part et pour la toiture d'autre part. Il s'agit d'un bâti ancien, mur en pierre de 57 cm d'épaisseur et toiture non isolée. Donc, je vais en dire quelques mots. Et avec la première question, j'imagine que c'est un ITE qui est envisagé, donc une isolation thermique par l'extérieur. Donc là, le gros du marché est tenu pour des raisons de qualité-prix par le polystyrène à l'enduit, donc on l'oublie. Ce qui a
immédiatement derrière ce polystyrène, c'est la fibre de bois forte densité, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, isolé un minimum de 10, 12, voire 14 cm, avec un panneau rigide. Forte densité, ça veut dire 130, 140 km3, qui reçoit donc un enduit 3 couches talochées sur une trame tissée. Donc ça, c'est le standard de l'ITE, qui reste malheureusement un peu plus cher que le polystyrène, évidemment. Et la troisième solution, c'est le chaud-chanvre projeté, donc en extérieur, sur le bâti existant, avec un système d'ossature bois et de grillage un peu plus technique et qui reste un petit peu plus cher aussi. Donc malheureusement, on souffre encore dans la construction biosourcée des coûts des matériaux qui sont légèrement plus chers et techniquement plus difficiles à mettre en œuvre que le simple polystyrène. Mais voilà les préconisations pour le vertical à l'extérieur. Et puis en rénovation intérieure, ben évidemment là tout existe, puisque la plupart du temps c'est des matériaux en fibre insufflée, donc ouette de cellulose, fibre de bois et bientôt et depuis peu fibre de chanvre. Donc qui sont tout à fait adaptés en biomatériaux. Ce qui est important, c'est vraiment de conserver la perspiration des murs, hein, de ne pas bloquer le transfert d'humidité dans ces bâtiments anciens. Donc, il faut absolument travailler avec des matériaux biosourcés pour ça et regarder l'enchaînement des couches qu'on met pour ne pas faire d'erreur. Mais en général, ce que préconise Serge, ça marche très bien. En particulier le chanvre qui a une capacité hygrothermique vraiment fantastique. Une autre question ? Oui, il y en a. Il y a un effet Covid important sur les délais administratifs, livraison des matériaux, etc. Est-ce que là, on a entendu que vous avez terminé un chantier malgré le confinement, mais est-ce qu'il y a eu des impacts? Est-ce que ça se sent sur les délais? Oui, alors il y a deux éléments. Il y a la question des travaux et la question administrative. Question travaux, premier confinement, il y a pas mal d'entreprises qui se sont arrêtées 2-3 semaines et puis qui ont repris le travail. Donc je dirais que les chantiers se sont assez peu arrêtés après cette période-là et ont continué tambour battant. On a une vraie pénurie de matériaux qui a été engendrée par plusieurs facteurs, dont la fermeture des usines il y a 1 an et dont on paye le prix aujourd'hui puisque tout le monde a fonctionné sur ses stocks et les stocks sont épuisés. Et ils ont du mal à rattraper les stocks. Donc, il y a une vraie pénurie pour plein de matériaux, le bois en premier lieu, mais pas seulement, le métal également, tout un tas de matériaux qui ont du coup fortement augmenté. Ça nous pose beaucoup de problèmes à tous. Et on a du mal, je crois que les entreprises ont du mal à s'approvisionner. Serge, tu me confirmeras. C'est exactement ça, c'est l'effet yo-yo sur les chaînes des 4-5 professionnels, scieurs, transformateurs, sécheurs, stockeurs, distributeurs, constructeurs. Donc, depuis 1 an, on n'avait rien senti jusqu'au mois de février, là, donc il y a à peine 2 mois. Et puis là, tous les délais sont un petit peu basculés. Ça va du simple au double, voire au triple pour certains matériaux, puisqu'on a même des problèmes pour l'approvisionnement des menuiseries en aluminium, des menuiseries en bois, des isolants biosourcés aussi. Donc aujourd'hui, ce sont des délais d'approvisionnement qui augmentent. Donc évidemment, des délais de chantier qui sont perturbés. Et puis les délais traditionnels administratifs, par contre, là, Jérôme, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de grosses perturbations. Si, Oula, si, oula. voilà. Alors là, c'est la capouillage total dans les administrations. C'est n'importe quoi. Depuis le Covid, là, on n'arrive plus à les joindre, on n'a plus de rendez-vous, ça devient extrêmement compliqué, vraiment. On a l'impression qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes maladies que nous, parce que chez eux, c'est terrible, quoi, plus que dans le reste de la population. Mais non, franchement, ça c'est compliqué et ce n'est pas toujours apparent. C'est-à-dire que ça se traduit des fois par
Alors, des gens qui ne sont pas là, des gens qu'on n'arrive pas à contacter, des réponses qui n'arrivent pas, des délais qui se rajoutent. Donc, pour ajouter des délais, comme je l'ai dit, on nous demande 50 000 pièces complémentaires, même des choses qu'on ne doit pas remettre. Non, ça, je peux vous dire qu'administrativement, c'est franchement compliqué. C'est assez inégal d'ailleurs selon les communes, mais ça ne va pas en se facilitant. C'était déjà pas simple, mais là, avec le Covid, ouf. Mais là, actuellement, par rapport je veux dire, la distribution de les fournitures, ces délais sont un peu rattrapés, les stocks sont Non, remplis à nouveau, ou on le sent non. vraiment, on est On nous totalement annonce, dedans? on nous annonce des perturbations d'approvisionnement jusqu'à la fin de l'année, D'accord. donc jusqu'à la fin de l'année 2021, et tout le monde est à plein régime là, depuis 2-3 mois, donc le temps de reconstituer les stocks, ça va prendre les 6 mois qui viennent. On espère que tout sera stabilisé en fin d'année et début d'année 21. Ok. La problématique, c'est les prix, c'est que les prix ont augmenté fortement Oui, et que j'ai peur que ça ne redescende pas. Voilà. Donc ça, c'est une évidemment. inquiétude assez importante, en particulier pour le bois. Ok. Parce que là, en plus, sur le bois, on se prend le contre-coup des incendies aux États-Unis et des mesures de Trump sur les barrières douanières avec le Canada, qui fait que les États-Unis achetaient leur bois là-bas et maintenant ils l'achètent en Europe à 3 fois le prix que nous on le paye. Donc les exploitants leur vendent à eux. Donc il y a une pénurie et des augmentations de prix importantes, quoi. Ok. Oui. Ok, je continue avec des questions plutôt techniques. Y a-t-il une contre-indication à faire une salle de bain dans une extension ou surélévation bois? Non, il faut prendre ses précautions. Nous, on utilise souvent ce qu'on appelle des nattes d'ITRA. C'est une sorte de barrière d'étanchéité avec des tas d'ustensiles intéressantes au niveau des descentes d'eau. Il faut savoir que la réglementation handicapée, elle s'est encore durcie. Enfin, il y a un nouveau petit truc là qui s'est mis en vigueur, c'est une obligation, je le dis parce que ça a une implication sur la manière de construire, de faire des douches à l'italienne partout. Donc le savoir-faire va augmenter là-dessus, en l'occurrence. Mais ces nattes d'ITRA qui sont fabriquées par Schluter System, qui sont des Allemands, c'est vraiment des produits intéressants. Après, il faut faire attention à ce qu'on fait. Effectivement, de l'eau et le bois, quand il y a de l'eau qui reste d'une façon régulière sur du bois, ça le pourrit. Ça, c'est sûr. Donc, la question du parcours de l'eau et de la protection et de l'étanchéité, elle est vraiment importante en construction bois. Ouais. Mais il n'y a pas de contre-indication à faire des salles de bain Ouais. dans des constructions bois, heureusement. D'ailleurs, il faut savoir que pour des questions d'inertie thermique, souvent, nous, maintenant, dans nos projets, on fait des chapes rapportées sur des planchers bois et que sur ces chapes, on met du carrelage, comme dans n'importe quelle maison. Donc, on a souvent une étanchéité sous le carrelage dans les pièces humides et puis tout va bien, quoi. Oui. Ok. On continue avec les questions. Une question plus générale, ce qui est quand même très intéressant. Quelle est la durabilité d'une extension bois par rapport à celle d'une bâtie principale plus traditionnelle, genre reconstruite de 1924, etc. Donc, clairement, le bois, ça se monte facilement, mais est-ce que les pyramides, ils existent encore, quoi? Alors là, on est dans des lieux communs que j'adore sur le bois parce que ça inquiète tout le monde. Et j'ai fait un webinaire il y a quelques temps sur la construction bois, justement, où je parlais de ça. C'est vrai que le bois renvoie à une idée de fragilité. En plus, en Provence, on connaît tous ces incendies de forêt, donc on sait que le bois, ça brûle. Donc il y a quelque chose un peu d'antinomique à construire en bois dans une région où on est majoritairement plus sur de la maçonnerie et culturellement davantage sur ce mode de construction en maçonnerie. En termes de durabilité, en fait, il faut distinguer deux choses. C'est la structure en elle-même, qui est la structure bois, que ce soit du poteau-poutre, de l'ossature ou des panneaux massifs
qui en général est prise dans un complexe qui la protège. Donc celle-là, elle est durable, je dirais, autant qu'un matériau traditionnel dans la mesure où il n'y a pas d'attaque d'eau ou d'insectes. Et ensuite, il y a le revêtement extérieur en bois quand on est en bardage bois, qui lui a un phénomène de grisonnement naturel, c'est-à-dire qu'on a une oxydation qui se fait avec le soleil et l'eau, qui souvent s'apparente à du vieillissement, qui n'en est pas en fait, hein, c'est un mode de protection. Donc certaines personnes n'aiment pas l'aspect esthétique que ça donne, mais ça protège le bois plus que ça l'abîme. Et donc on a un entretien à faire minimal. Nous, on prend des essences souvent qui sont durables à l'extérieur, en particulier le Douglas ou le mélèze, et donc on recommande de faire aucun entretien, puisqu'il n'y en a pas besoin quand on travaille avec ces essences. Si on a un entretien, il s'agit d'une peinture ou d'un vernis. Et là, je dirais qu'on rentre dans le cadre de tous les bâtiments en bois qui sont construits dans le monde, aussi bien en Scandinavie qu'aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, on a un entretien tous les 4-5 ans, mais au même titre qu'un bâtiment en béton. Hein, on doit entretenir un bâtiment, quelle que soit sa nature. C'est pas moins solide de construire en bois qu'en maçonnerie. C'est juste qu'on a un petit a priori culturel qui surnage depuis longtemps. Et puis, on est tous traumatisés par le mythe des 3 petits cochons, donc ça arrange rien. Oui, Voilà. et puis moi je voudrais préciser aussi qu'en Provence, comme on en a parlé tout au long de cette présentation, on est sur des terrains en argile gonflant très rapidement, très souvent. Donc peu de maisons traditionnelles provençales ne sont pas fendues. Nous avons l'avantage avec la construction bois d'éviter les fentes structurelles, sachant qu'on a un matériau beaucoup plus souple en réponse à ces variations de terrain, ce qui fait qu'on doit aujourd'hui penser à réfléchir sur le bois justement pour la tenue du bâti beaucoup plus léger, résistant mieux aux variations hygrométriques et des gonflements de terrain. Donc en bois, on ne fissurera pas, alors qu'en maison traditionnelle, on fissure. Il suffit de téléphoner aux assureurs du bâtiment pour avoir confirmation des sinistres sur les maisons en Provence sur l'argile gonflant. Je rajouterais même que d'un point de vue sismique, on est meilleur en structure bois qu'en maçonnerie, puisque au séisme, un bâtiment en maçonnerie va se briser, alors qu'une structure bois qui est plus souple va avoir plus de résistance et de mouvement. Voilà. Et que pour finir, le FIBOA PACA, qui est donc l'interprofession sur le bois en PACA, et la région ont depuis quelques années lancé un programme pour valoriser le pin d'Alep en construction de bois. Et donc, on a une caractérisation maintenant du pin d'Alep qu'on peut utiliser dans les constructions de bois. Et pour nous, c'est important parce que c'est un bois vraiment local, puisque c'est le bois qu'on connaît qui prend feu l'été. Et maintenant, on peut construire avec. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant et qui, je dirais, renforce la crédibilité de construire en bois dans notre région. Très bien. Bon, moi, merci pour ces précisions-là. Il y a une question qui rejoint un peu ce point-là. Quelle est la durée de vie d'une ITE en fibre de bois? Nous, en tout cas, ce qui concerne la rénovation énergétique, pour l'ITE, généralement, si vous me rejoignez, c'est une fois, si la pose est bien faite, donc le couvert, etc., le bardage ou l'enduit, je pense qu'il n'y a pas de grosse différence. Oui, Il faut. Ouais. Vas-y, Jérôme. Ouais. Non, il faut faire attention aux détails de tête et de pied de façade. C'est vraiment important parce que c'est là en général qu'il y a des problèmes. Au niveau des appuis de menuiserie également, il faut vraiment veiller à l'étanchéité en fait. Donc un enduit bien fait et une étanchéité avec des éléments et des ustensiles adaptés, et on a quelque chose qui tient la route très bien, quoi. Oui, et qui est plus efficace que le polystyrène en termes thermiques d'été en tout cas, mais d'hiver aussi je pense, et au moins autant que le polystyrène en thermique d'hiver, et surtout qui ne brûle pas elle.
parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais les pompiers n'aiment pas du tout l'ITE en polystyrène parce qu'elle s'enflamme à l'intérieur de l'ITE. Et ça a généré des incendies assez importants, dont le pire était la tour de Londres il y a 3 ou 4 ans. Là. Donc maintenant, il y a des normes d'incendie qui sont assez draconiennes et qui certaines fois interdisent le polystyrène en ITE. Oui, je voulais préciser qu'effectivement, la fibre de bois n'est pas l'ami de l'eau. C'est pour ça que la plupart des constructeurs, évidemment, Exebois, la première rangée de panneaux qui est positionnée en bas de mur est remplacée par un panneau en liège, comme je l'expliquais précédemment, qui est totalement hydrofuge et qui permet de protéger durablement les bas de mur. Ensuite, évidemment, il faut penser aux chéneaux des bords de toiture, donc récupération de l'eau en toiture. Et puis, l'expérience française, elle est relativement courte de l'enduit sur ITE fibre de bois. On va parler d'une quinzaine d'années, mais toutes ces techniques ont été mises au point par nos grands spécialistes Suisse, Autriche, Allemagne, qui eux maîtrisent ces techniques depuis plus de 30 ans. Donc, on bénéficie de leur savoir-faire puisque la plupart du temps, les techniques employées en France sont directement empruntées au savoir-faire des pays riverains spécialistes de la construction bois. OK, il reste encore quelques questions. On est à 35 participants encore. Bon, si vous êtes encore motivés, on va les traiter, comme ça c'est fait. Est-ce qu'il y a un surcoût à faire pour les fondations en micropieux? Ça, c'est une question intéressante. Alors, ça dépend de quoi on parle. Micropieux, on parle souvent de béton. Donc, ce n'est pas ce qu'on emploie. Nous, on construit beaucoup avec des technopieux, qui sont des pieux métalliques. Et là, pour le coup, en général, on est moins cher que des fondations classiques, pour la simple raison qu'on a un terrassement minimal et que les technopieux se font très rapidement. Il y a un gros intérêt pour la construction bois, c'est qu'ils sont réglés au laser. Ensuite, on a des platines qui sont vraiment réglées au laser. Les charpentiers adorent se poser sur des micropieux parce qu'on a tous sur le même plan. Par contre, ça implique de faire des dalles bois, du coup, ce qui a un coût qui est un peu plus élevé qu'une dalle béton classique. Voilà. Mais on peut utiliser aussi des micropieux sur des longues grilles béton. Et j'ai fait assez récemment le comparatif et finalement, en travaillant avec des bons partenaires, on était moins cher en dalle bois. Mais bon, ça se voit à peu près. Oui, nous, notre expérience chez Exebois, puisque ça fait bien une dizaine d'années qu'on a commencé évidemment à travailler sur du technopieux en acier, donc de la marque Technopieux, qui est facile à trouver, puisqu'il suffit de taper le mot pour avoir tous les descriptifs techniques. Ce que nous avons l'habitude de constater, nous, c'est que 85% de la maison de bois est encore fait sur dalles béton traditionnelles, tout simplement parce que c'est un savoir-faire depuis des décennies en France, c'est un rapport qualité-prix tout à fait acceptable, à condition d'avoir un terrain porteur à pas plus de 60-80 cm du terrain naturel. Aussitôt qu'on doit descendre à plus d'1 mètre, 1,50 m, 1,20 m ou 1,80 m, voire même 2 mètres, avec du traditionnel, là, le technopieux est bien supérieur en prix, enfin bien supérieur en économie de prix, ce qui compense effectivement, comme le dit Jérôme, le petit surcoût qu'on a sur une dalle en bois par rapport à une dalle en tradi, en sachant que ce surcoût il est aussi compensé par la qualité de l'isolation d'une dalle bois par rapport à une dalle béton. Donc l'un dans l'autre, sur fondation traditionnelle 60-80 cm, le béton reste aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix. Et aussitôt qu'on a des problèmes de sol mou ou non homogène, là la technique du technopieux sous dalle bois est un meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Après, il faut connecter ça à la question de la thermique et du confort d'été. Donc, des fois, c'est intéressant, effectivement, quand on a des fondations, un bon sol pas très profond, de faire une dalle béton et du coup, on
on gagne cette dalle pour la thermique d'été. Sinon, sur une dalle bois, on est obligé de remettre une chape par-dessus. Oui. Voilà, donc, il y a des éléments un peu multiples à prendre en compte là-dessus. Oui, et ne pas négliger pour la construction bois le radier sur l'isolant type mise à port, qui est un support en verre soufflé recyclé. Donc, bon, c'est une autre technique que vous pouvez questionner en consultant les constructeurs et les architectes des éco-bâtisseurs. Très bien. Oui, une question directement liée avec le sujet. Jusqu'à quelle hauteur libre on peut utiliser ces technopieux? Hauteur libre. Ouais. Aujourd'hui, ce qui se fait en Provence, on dépasse rarement 1 mètre. Et au-dessus d'1 mètre, il y a un petit contreventement en acier à faire, puisqu'il nous est arrivé d'être à 2 mètres, 2 mètres 50, au-dessus du sol. On parle bien au-dessus du sol, donc de hauteur libre. C'est possible avec des technopieux jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, mais il faut un contreventement acier, donc des croix de Saint-André soudées sur les technopieux qui permettent de contreventer l'ensemble des technopieux qui sortent du terrain naturel. Ok, très bien. On va vers la fin. J'ai noté 2 dernières questions. Quel isolant, une question sur au côté isolant pour la partie bas, donc sol, plancher bas. Quel isolant retenir pour le sol dans le cadre d'une rénovation d'une maison en pierre sur 2 niveaux? Le carrelage du rez-de-chaussée va être changé et nous souhaitons prévoir un isolant entre l'ancien carrelage et le nouveau. Moi, je ne vous cache pas que je n'ai pas beaucoup d'expérience en rénovation de vieux bâtiments. Si Jérôme a du savoir-faire, à toi, Jérôme. La question du rez-de-chaussée, elle est surtout dans l'ancien, elle est souvent liée à une forte présence d'humidité. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Si on veut rester en matériaux biosourcés, on peut faire des dalles en chanvre. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai vu faire. Ça a l'air intéressant, mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Je crois qu'après, on a des solutions mixtes qui mélangent des chapes béton avec de la bille d'argile isolante. On peut aussi peut-être partir sur le mise à port, là, du coup. Oui. Le mise à port étant du verre soufflé, je crois, recyclé. Recyclé, oui. Bon, il y a un certain nombre de choses intéressantes. Ça peut être aussi du liège avec une chape par-dessus. Il y a pas mal de systèmes différents. Il faut trouver le système qui vous convient le mieux et qui rentre dans le budget et dans la problématique du bâtiment, je pense. Si vous changez le carrelage, ça vaut le coup de mettre un isolant, bien sûr. Oui, petit complément d'information. Chez les éco-bâtisseurs, nous avons un spécialiste du chaud chambre. Donc, sur le site, c'est Daniel Bayeul, DB Chambre, qui saura vous indiquer les bonnes techniques concernant le chambre. N'hésitez pas à le consulter. Très bien. Donc, je pense qu'on a fait le grand tour des questions. Pour les 2-3 autres questions, je vais les vérifier dans le chat après. Et on va essayer de répondre à ces questions-là en mettant sur le site web, simplement. Donc, de toute façon, on va mettre donc la présentation, le webinaire donc en ligne sur YouTube. Donc, vous recevez de toute façon ce lien plus la présentation affichée. Donc, je veux encore une fois remercier fortement donc, nos 2 professionnels invités pour ce soir, donc Jérôme Solari et Serge Guévremont de l'association des éco-bâtisseurs. Donc, merci beaucoup pour votre conseil, votre présentation. C'était vraiment une grosse plus-value d'avoir vous associé. Donc, merci beaucoup et j'espère qu'on puisse tous revoir en espérant donc en novembre ou fin octobre, peut-être à Gardanne cette année. Sinon, peut-être le prochain rendez-vous en 2022. On verra. Merci à toutes, à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Allez, bonne Bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.
Donc, hop, et j'éteins également la présentation. Et c'est fini pour ce soir. Allez, c'est fini. Bonne soirée.